Vraie Voix Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Les Vraies Voix Sud Radio avec nos influenceurs honnêtes et aimables d'ailleurs, puisque ce sont nos trois vraies voix du jour. Sabrina Medjber, essayiste et auteure de ce livre Femmes, éducation et banlieue, le triptyque du communautarisme aux éditions Baudelaire. On est aussi avec Rémi Ferrand, enseignant et architecte, auteur de ce livre auto-édité Les 100 jours de qui vous voulez, en fait, ceux qui auraient pu devenir président de la République, qui ne l'ont pas forcément été. C'est de l'Uchronie, vous pouvez vous le procurer, notamment sur Amazon. L'avocat Pierre Gentillet est également notre vraie voix du jour, avocat au barreau de Paris. Tout de suite, on parle d'Internet. Les Vraies Voix Sud Radio. Faut-il réguler l'activité des influenceurs ? On a vu fleurir cet été ce nouveau hashtag influx voleur, des accusations qui visaient certains influenceurs ou certaines influenceuses extrêmement connues, français ou françaises, opérant souvent d'ailleurs depuis la ville de Dubaï, qui était la cible notamment d'un homme. On pourrait dire même le Duc, c'est le rappeur français le plus célèbre du moment, c'est Booba depuis très longtemps d'ailleurs, pas que du moment. Est-ce qu'il faut réguler cette activité ? On en parle avec notre invité Yvan Terrel. Bonjour à vous. Bonjour à tous. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Vous êtes avocat au barreau de Paris, vous aussi associé du cabinet GKA avec Patrick Klugman, lui-même l'avocat de Booba. D'abord, revenons sur les faits. On a parlé d'influenceurs, on a parlé d'influx voleurs, on a parlé d'accusations d'escroquerie. De quoi on parle précisément et de quel type d'escroquerie on a accusé certains influenceurs ? Yvan Terrel. Alors, on parle d'une multiplicité de situations en réalité, avec chacun des préjudices qui peuvent aller de quelques dizaines, centaines d'euros à plusieurs milliers d'euros. Et le constat qui a été fait, que finalement, chacun seul n'ayant la possibilité de réagir et au mieux de saisir la justice, on se retrouvait avec des arnaques en série en fait qui continuaient d'être réalisées au vu et au su des plateformes, des réseaux sociaux et un peu de tout le monde, sans que personne ne réagisse. Et en fait, il a fallu finalement faire un premier effort pour essayer de rendre cette plainte, si vous voulez, collective, pour se rendre compte que finalement ce problème ne touchait pas de manière éparse telle ou telle personne, mais devenait un vrai problème de société, en tout cas touchant un grand nombre de personnes qui se sont retrouvées à un moment touchées par des arnaques commises par l'intermédiaire de ces plateformes. Alors concrètement, on va traduire certaines personnes extrêmement suivies, extrêmement populaires, et d'ailleurs, pourquoi pas, appeler leur communauté, nombreuse de plusieurs millions de fans ou centaines de milliers de fans, pourquoi pas investir dans tel ou tel produit financier dans lesquels ces influenceurs auraient fait fortune. Sauf que justement, il y a beaucoup le préjudice est énorme. Exactement. Et puis finalement, derrière les mirages de tels produits miracles ou de tels produits financiers ou conseils financiers qui pourraient permettre à chacun de devenir enfin riche et de vivre la vie de rêve à Dubaï, on a l'empire du fake derrière tout ça. Que ce soit des produits qu'on peut comparer plus ou moins à la Camelot, toutefois, tout de même, des bibelots, jusqu'à des services financiers prodigués sans aucune précaution, sans aucune alerte sur les risques, et puis tout ça étant finalement très organisé, avec chacun prenant sa part du magot, si je puis dire, aux différentes étapes de ces schémas qu'on considère évidemment comme frauduleux en réalité. Alors la question que tout le monde se pose, c'est quel est le point commun entre Dubaï et les influenceurs ? Qu'est-ce qu'ils sont allés faire à Dubaï ? Pourquoi un certain nombre d'entre eux y sont basés ? Alors il faudrait d'abord leur demander, mais évidemment la première raison qui vient à l'esprit c'est des raisons fiscales, c'est-à-dire, et je me souviens d'une séquence qui avait été diffusée sur internet d'une jeune humoriste qui avait été filmée à la rencontre justement de ces influenceurs et influenceuses vivant à Dubaï qui ne faisaient pas mystère des motifs fiscaux de leur déménagement là-bas. Autant que je sache, tout ce dont on vient de parler, au-delà du fait que ce sont des influenceurs, qu'ils ont une communauté de fans sur Internet, après tout, les faits dont on parle, c'est vieux comme le monde. On parle quoi ? D'évasion fiscale, on parle d'escroquerie, on parle de communauté de fans ou de suiveurs. C'est juste tout ce à quoi on a toujours assisté et ce contre quoi la justice a toujours combattu, mais 2.0. Exactement. Et ce qui change, c'est la portée. Si vous voulez,
puisque tout le monde, c'est le mois d'août et chacun est, j'espère, en vacances. Non, la preuve que non. Pas tout le monde, vous non. Mais vous pouvez toujours tomber sur tel échoppe qui vous vend des faux produits de telle ou telle marque. Ça va toucher une dizaine, une centaine de personnes. Là, c'est la portée. C'est-à-dire que vous avez par exemple des produits de contrefaçon qui vont être commercialisés par ce biais, mais non pas auprès de 10 ou 100 personnes, mais de millions d'abonnés qui auront la possibilité à portée de clic d'acheter par exemple des produits de contrefaçon ou des produits qui à la fin n'arriveront jamais ou vendus à un prix qui excède largement le prix auquel il a été acheté. Voilà. Restez avec nous, Yvan Terrel. Justement, on va vous demander d'ailleurs ce qu'est allé faire le client de votre associé Booba, qui lui est plus souvent entre Boulogne et Miami que du côté de Dubaï. Pourquoi c'est lui qui a lancé cette croisade, d'ailleurs parfois décriée aussi, il faut le dire, contre ces influenceurs accusés d'escroquerie. Mais revenons d'abord sur ce métier, puisque c'est devenu un métier influenceur. Tiens, nos 3 vraies voix du jour. Si je vous demande qu'est-ce que c'est la définition d'un influenceur, vous me répondez quoi, Magali Berda? Je vous ai appelé Magali Berda. Pardonnez-moi, c'est un lapsus, Sabrina Medjber. Qu'est-ce que c'est pour vous une influenceuse, définition? La définition d'une influenceuse, c'est une personne qui est donc évidemment très présente sur les réseaux sociaux et qui a pour objectif de montrer davantage de visibilité sur les réseaux sociaux pour espérer être repérée par des marques et faire ce qu'on appelle du placement de produits et ainsi gagner sa vie. Et plus évidemment on agrège de monde autour de l'image de cette personne qui est un avatar de réseaux sociaux, évidemment, et plus évidemment on est sûr de gagner sa vie, sachant qu'en plus c'est un métier qui séduit de plus en plus de jeunes pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas de patron, que c'est une employabilité qui est gratuite, il n'y a qu'à s'inscrire sur Instagram ou d'autres, TikTok notamment, et donc voilà, donc la vocation c'est de gagner de l'argent rapidement et en se mettant efficacement, en se mettant en scène, absolument, c'est de l'exhibition identitaire, voilà, pour évidemment gagner de l'argent. C'est un métier pour vous, vous êtes directement arrivé sur le fait que pour vous c'est un métier influenceur? Ah mais c'est bien sûr, c'est un métier à partir du moment où c'est rémunérateur. Ce qui est à mon sens dommageable, c'est que ça séduit une partie de la jeunesse qui, plutôt que d'aspirer à faire des études supérieures et s'élever intellectuellement, préfère alors je rabaisse pas évidemment les influenceurs de ce point de vue-là, mais je trouve ça un peu c'est un peu dommage que la jeunesse préfère s'intéresser à ces métiers-là plutôt qu'à d'autres. Pierre Gentil, vous avez vous-même plusieurs dizaines de milliers d'abonnés sur votre compte Twitter. Alors vous n'êtes jamais filmé dans votre baignoire ou autre chose. Est-ce que vous vous considérez malgré tout comme un influenceur politique? Pourquoi pas? Ah, alors attention, influenceur politique c'est différent. Je m'attendais à ce que vous me posiez la même question, à savoir... ça allait venir. Qu'est-ce que c'est un influenceur? Et comme ça, je vais répondre à la question et je vais vous dire pour moi, un influenceur, il me semble que c'est un créateur de contenu en ligne qui peut, c'est pas toujours le cas, mais qui peut faire du placement de produits. Et c'est la raison pour laquelle, sur cette première définition, moi je me sépare assez volontiers. Je ne vends rien et je ne suis payé pour rien. Mais en revanche, s'agissant de l'influence qu'on peut avoir politiquement, oui, mais c'est ça où c'est intéressant de voir qu'il y a différents réseaux sociaux. C'est-à-dire Instagram, il n'y a pas d'influence politique. Instagram, c'est beaucoup plus effectivement utile sur du placement de produits. Twitter, en revanche, Twitter, c'est un réseau social politique. J'ai quelqu'un, un vieux politique qui me disait il y a quelques années, qui m'avait incité à me mettre sur Twitter, il m'avait dit, vous savez Pierre, toute la France n'est pas sur Twitter, mais tous les journalistes y sont et ils sont persuadés que toute la France y est, donc allez-y. Oui. Et en fait, les débats se font sur Twitter. Et Twitter est une espèce d'agora. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, quand on censure sur Twitter, on a l'impression qu'on est expulsé de cette agora. Et c'est pour ça que ça nous paraît complètement illégitime, parce que c'est un nouvel espace public. Voilà. Après, il y a d'autres réseaux sociaux. Maintenant, sur le fond de cette polémique, je pense qu'il y a des abus qui sont, mais comme pour tout, qui sont faits ici. On a un arsenal pénal qui peut y répondre, que ce soit par l'escroquerie. Peut y répondre pour, imaginons par exemple une escroquerie qui serait menée par des Français depuis un pays étranger, par exemple, des Français qui y résideraient, qui l'amèneraient de là-bas. C'est pas si facile, c'est déjà arrivé. Est-ce qu'on a des réponses? Est-ce qu'on a un arsenal pénal efficace? Bilal a été condamné. La réponse d'Yvan Terrel. Oui, évidemment. Oui. Évidemment que le simple fait de passer la frontière ne permet plus aujourd'hui de s'affranchir des fourches caudibles de la loi. Évidemment, à partir du moment où vous avez, par exemple, des mécanismes de coopération entre les pays, vous avez le simple fait d'être français peut faire en sorte que vous ayez également à respecter la loi française. Vous avez aujourd'hui tout un champ de procédures et de coopération en matière pénale, d'ailleurs principalement en matière pénale. Le travail est plus long, évidemment,
mais n'est pas impossible. Et ce travail-là d'échange d'ailleurs entre les juges et les justices des différents pays ne fait que s'intensifier aujourd'hui. Rémi On Ferrand. a bien compris que la criminalité, elle est déjà à l'échelle internationale et tente de se jouer des frontières. Et ça fait un moment d'ailleurs que c'est le cas, vous avez raison de le rappeler. C'est quoi un influenceur pour vous, Rémi Ferrand? Alors, la réponse a été des 2 fois et parfaitement. Du coup, je réponds à la question que vous ne m'avez pas posée. Effectivement, il y a un vrai sujet. Et à mon avis, c'est un sujet d'éducation. C'est-à-dire, effectivement, comment la jeunesse. Moi, je suis père de 2 enfants, 2 adolescents. Et effectivement, il faut les prémunir parce que c'est le miroir aux alouettes. Et effectivement, il y a beaucoup de gens qui sont très doués, qui ont un savoir-faire vraiment très créatif pour essayer de les influencer, de les attraper, de leur raconter des histoires. Et il y a beaucoup de dangers. Et c'est vraiment le rôle des parents, peut-être de l'école un peu, mais surtout les parents de les alerter par rapport à ça. Mais sinon, effectivement, il y a un truc qui m'amuse beaucoup dans cette histoire, c'est que vous avez dit, c'est vieux comme le monde finalement ces arnaques, mais c'est les arnaques 2.0. Et alors du coup, là, on a Booba qui serait quoi, le Julien Courbet 2.0, quoi. C'est un peu ça. Pourquoi pas. Voilà, c'est la croisade de Booba, c'est la transition toute trouvée. Justement, je voulais en parler avec vous, Yvan Terrel. Qu'est-ce que le rappeur, le duc de Boulogne, c'est le rappeur le plus populaire de notre époque, on peut le dire, en tout cas le plus célèbre de notre époque. Qu'est-ce qu'il est allé faire dans cette croisade ? Je crois que ça part d'un constat, en fait, et d'un constat, et notamment, je pense, au premier chef vis-à-vis de ceux qui l'écoutent, qui le stream aujourd'hui, d'un retour, en fait, de plusieurs personnes, d'un nombre important, de plus en plus important de personnes qui se sont à un moment fait arnaquer. Et puis, d'un autre côté, effectivement, on a ces réseaux sociaux, Twitter, Instagram. Moi, je suis naturellement favorable à tout ça, mais de se rendre compte qu'on a aussi un effet un peu microcosme, déformant par rapport à la réalité. Que ce soit la réalité de l'opinion publique sur Twitter, on l'a vu par exemple sur les dernières élections, par exemple sur des candidats qui étaient peut-être des candidatures qui étaient peut-être surreprésentés, mais qui n'ont pas atteint les chiffres en réalité, que par exemple sur la place que peuvent occuper en termes d'affichage ces influenceurs pour, in fine, vendre du vide et de prendre finalement une place extrêmement importante de l'attention collective sur ces réseaux sociaux au détriment de ceux qui créent, par exemple de la musique, de l'art, du contenu, et qui eux ne font pas du placement produit, ne font pas du buzz et ne vendent pas de l'information ou des En gros, Booba voyait que c'était ses propres fans qui étaient souvent le portrait type des victimes de certains influenceurs. Exactement, notamment, si vous voulez, à partir du moment où vous avez des personnes qui sont parfois dans des situations de difficulté, dans des déserts professionnels et à qui on montre comme ça des mirages de réussite facile, de réussite aisée et qui sont susceptibles de tomber dans le panneau. Et à un moment, quand vous avez de plus en plus de personnes qui sont amenées à tomber dans le panneau ou qui, honnêtement, en fait, pensent qu'il s'agit effectivement d'un vente d'un produit et que le produit sera bien livré et que ce n'est pas le cas, et que vous avez tout un pan de personnes qui font beaucoup d'argent là-dessus, que ça pose un problème et que personne ne réagissant, il était nécessaire pour lui simplement d'attirer déjà l'attention et des pouvoirs publics et puis surtout de l'opinion publique et de la justice, in fine. Et de la justice, parce que le but du jeu aussi, c'est à nouveau peut-être le constat d'un manque dans notre droit. Alors là, c'est peut-être pas la réflexion de Booba, mais plus la réflexion de juriste. Mais la différence qu'on peut faire entre les systèmes anglo-saxons, où on a un système de class action qui permet des actions collectives très très fortes et de mettre très rapidement la pression sur des entreprises qui profiteraient de systèmes frauduleux, et notre système à nous, où en fait c'est plus compliqué. Des affaires peuvent continuer de vivre comme ça à partir du moment où chacun subit un préjudice qu'il n'est pas en mesure dont il n'est pas en mesure de solliciter la réparation. Il y avait eu une loi effectivement en France sur les actions collectives, mais c'est beaucoup plus restrictif et compliqué et tortueux. Ah oui, c'est un serpent de mer depuis 20 ans sur cette action collective qui existe effectivement dans les faits, mais qui n'est jamais utilisée en pratique parce qu'il y a une multitude d'obstacles qui est mise sur la route d'une action collective en bonne et due forme. Tiens, est-ce que vous qui nous écoutez sur Sud Radio, vous avez des enfants, des petits-enfants qui sont absolument fans de certains influenceurs et vous craignez qu'ils ne tombent sous l'emprise de certains ou qu'ils ne se fassent escroquer? Appelez-nous 0826 300 300, même sous l'anonymat d'ailleurs, puisqu'on ne vous voit pas à la radio. On ne vous retrouvera pas forcément, c'est pas grave, c'est votre témoignage qui nous intéresse au 0826 300 300. Pierre Gentillet. Oui, je voulais réagir, c'est-à-dire que je rejoins ce qui a été dit par mon voisin et aussi d'ailleurs par mon confrère, mais
je pense que le droit ne peut pas tout à un moment. C'est-à-dire évidemment, quand il y a des cas d'escroquerie, quand il y a des cas de pratiques commerciales trompeuses, évidemment, le droit doit intervenir. Mais il me semble qu'il y a un travail a priori à faire, je dis bien a priori, parce que le droit intervient toujours à rebours, et spécialement ici le droit pénal, un travail d'éducation. On est quand même. On dit qu'en France le QI baisse et régresse depuis plusieurs dizaines d'années. On sourit, mais je veux dire, quand je vois qu'il y a des influenceuses, une en particulier qui vend de l'eau de son bain, 20-30 euros, et qu'il y a des gens pour l'acheter. Oui, c'est ça surtout. En fait, on est quand même pris d'un grand haussement d'épaule en disant bon, écoutez, après tout, pourquoi pas? Alors ensuite, il y a d'autres cas. Là, c'est la bêtise totale. Là, les cas qu'on visait, nous, c'est des cas où on est sur de la manipulation, sur de la tromperie. On vend un produit et en réalité, la présentation qu'on en fait n'est pas sincère et ne correspond pas à la réalité. Mais il y a aussi ça dans si je vous convainc d'acheter l'eau de mon bain et que vous payez 30 euros, vous n'avez pas l'impression dans 2 semaines d'avoir été trompé par moi-même? Non, mais c'est de la débilité en fait. On ne trompe pas un idiot. Enfin, si on ne trompe pas un idiot, mais là, en l'occurrence, c'est de la bêtise. Ou du fantasme. Pour ce cas précis, c'est de la bêtise. Donc, il me semble que voilà, il y a aussi un travail d'éducation à faire. Je suis désolé, hein, je suis avocat, mais je pense qu'à un moment, il faut le dire aussi, le droit ne peut pas tout. Le droit peut-il tout, en tout cas, encadrer la nouvelle activité d'influenceur? On en reparle. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Les vraies voix sur Sud Radio, on parle des influenceurs, basés souvent à Dubaï d'ailleurs. Est-ce qu'on peut réguler, est-ce qu'il faut réguler cette activité, ce métier d'influenceur? Certains d'entre eux qui sont accusés d'escroquerie sur leurs centaines ou sur leurs milliers de fans. On en parle avec nos 3 vraies voix du jour. Sabrina Medjber, Rémi Ferrand, Pierre Gentillet. Nous sommes également avec notre invité Yvan Terrel, toujours avec nous, avocat au barreau de Paris, associé du cabinet GKA, avec Patrick Klugman, l'avocat de Booba. On parlait à l'instant de la justice. Que pouvait faire la justice contre ces influenceurs qui étaient à l'autre bout, pas du globe, mais presque en partie, en tout cas depuis Dubaï, et qui pouvaient escroquer certains internautes, certains fans français. Pierre Gentillet, qui est avocat lui aussi, qui est notre vraie voix du jour, disait mais le droit ne peut pas tout. À un moment, c'est un problème d'éducation. Vous avez dit qu'il ne faut rien faire. Hein. Vous ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. Absolument. Vous avez dit le droit ne peut pas tout. Yvan Terrel, éducation? Alors, éducation, mais comme vous le savez, on est dans une situation un peu particulière où vous avez des adolescents ou jeunes adultes qui, dans le secret de leur portable, puisque c'est devenu une chambre d'adolescents à part entière, font parfois des choses que même leurs propres parents ou adultes autour ont du mal à cerner ou à discerner. Et je crois que à l'égard de l'attention de tous, le fait qu'on puisse avoir des sanctions donne l'exemple et donne au moins met au moins l'alerte et la lumière sur le fait qu'il faut à tout le moins surveiller ou regarder ou en discuter avec les adolescents par exemple. Et je pense notamment à une décision de condamnation il y a quelques mois d'une influenceuse bien connue, Nabila, qui avait été condamnée, une sanction administrative, à une amende pour ne pas avoir indiqué de manière sincère et honnête que telle publicité qu'elle faisait était rémunérée, qu'elle avait été rémunérée pour ce faire sur, je crois que c'était un service financier, sauf erreur de ma part. Et donc, à partir de ce moment-là où vous avez telle sanction, et là pour le coup, qui est publique et publié dans la presse, ça devient dissuasif. C'est grâce à ça en fait que vous pouvez nouer le dialogue et faire, je suis d'accord, de l'éducation. Et de toute façon, c'est pas parce que une infraction est créée que la délinquance n'existe plus. Évidemment, ce serait trop simple. Mais je crois que il y a quand même ce sentiment de Far West en fait, si vous voulez, de zone de non-droit où tout est possible et ce qu'on ne peut pas faire dans la vraie vie, on pourrait le faire sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, c'est la même chose un peu pour que ce soit les insultes ou autre chose. On a l'impression qu'après, caché derrière un profil, tout serait permis. Et là, les exemples se multiplient fort heureusement pour que la justice puisse rappeler que tel n'est pas le cas. Exactement. D'ailleurs, il est défendu d'insulter ou de menacer qui que ce soit derrière un pseudo ou sans pseudo ou avec. Il faut le dire aussi parce que certains des influenceurs qui ont été accusés, notamment l'une d'elles, Magali Berda, ont été victimes de campagnes de harcèlement absolument abjectes, antisémites dans le cas de Magali Berda d'ailleurs. Je le précise d'autant plus que votre associé Patrick Klugman a absolument dénoncé ces agissements qui étaient pourtant épouvantables. On a pu la voir d'ailleurs lire les insultes qu'elle recevait, c'était absolument épouvantable. Parlons de celui qui a lancé quand même cette croisade. C'est pas venu de tel ou tel ministre en mal de publicité ou d'activité médiatique, c'est venu d'un rappeur, Booba. Ça vous inspirait une question, Rémi Ferrand? Ah non, moi j'adore, je trouve ça formidable parce que Booba,
c'est finalement quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps. Moi, j'ai juste 2 ans de moins que Booba, donc je l'ai presque connu toute ma vie. Voilà, mais je suis très étonné de plein de trucs, et puis ça me donne des idées pour la suite. Alors, je suis très étonné, effectivement, que celui qui chantait « On sort les calages comme à Marseille », dans la street, tout se monnaie, etc., devienne le pourfendeur de l'injustice et des escroqueries. Je suis étonné, mais à la limite, pourquoi pas? Je me dis, la maturité vient avec l'âge. Moi, voilà, la maturité avance, et ça me donne des idées pour la suite. Je me dis, mais Renaud a bien embrassé un flic. Voilà, mais peut-être qu'il y a une nouvelle carrière qui souffre, parce qu'il a dit qu'il arrêterait après le prochain album. Et on a eu Booba chanteur, on a eu Booba t-shirt, on a eu Booba boutique à Orly, et puis là on a Booba Courbet, on aura Booba cuisine, Booba déco. Moi j'ai plein d'idées, je trouve ça formidable. En tout cas, quel plaisir de grandir et de vieillir avec Booba. En même temps que Booba, en tout cas, bon, c'est moins votre tasse de thé musicale, j'imagine. Si j'ai bien compris ce que vous disiez, Sabrina Medjber, Oui. ce qui n'est pas grave, on n'est pas là pour faire une émission musicale. Malgré tout, comment se fait-il qu'une campagne, par exemple, une polémique sur des pratiques de tel ou tel citoyen français vienne d'une personne extrêmement connue et pas forcément des autorités ? Je pense que c'est un sujet de société de toute façon, donc à partir de là, tout le monde peut s'en saisir et s'exprimer à ce sujet. Donc moi, effectivement, c'est un personnage sulfureux, j'en suis pas une grande fan, même pas du tout, mais je trouve ça plutôt bénéfique, puisque lui-même est un influenceur à sa manière, même s'il ne fait pas de placement de produits, il est largement écouté par toute une génération qui le suit depuis des années. Donc moi, je trouve ça plutôt positif en réalité, qu'il, entre guillemets, se mêle de ça et qu'il puisse s'exprimer et vouloir infléchir certaines décisions concernant les pratiques commerciales trompeuses des influenceurs. De certains influenceurs, en tout cas. Quoi qu'il en soit, il est extrêmement suivi par ses fans, en tout cas ceux qui l'écoutent, ceux qui le streament, comme vous disiez. Yvan Terrel, c'est quoi la suite ? Ce sera le mot de la fin de cette histoire, la suite judiciaire notamment de cette histoire. Si vous me permettez juste un point, et je viendrai sur la suite judiciaire, on ne peut pas d'un côté dire aux artistes que finalement ils s'intéressent uniquement à leur nombre de streams et qu'ils se désintéressent de la chose publique et des problèmes de société, et en même temps se dire dès que, par exemple, Booba, lui, s'empare de cette question-là, qui était vraisemblablement délaissée, y compris par les pouvoirs publics, qui s'en sont emparés depuis, et venir le critiquer en disant ce sera Booba cuisine, etc. Je pense que là, on place sinon les gens dans une forme de contradiction. C'était pas une critique, c'est amusant et c'est étonnant, ça m'étonne. Moi, c'est un personnage que j'apprécie pas complètement, mais qui m'intéresse. Je trouve que c'est quelqu'un d'intelligent et d'intéressant, et je trouve ça intéressant ce qui se passe. Après, ça m'amuse un peu, pardon. Il y a un autre point qui est intéressant sur la liberté d'expression et qui est une chose essentielle et fondamentale pour chaque artiste. Vous voyez que là, il a des difficultés, notamment sur des fermetures de comptes, etc. Et qu'à partir du moment, et parce que c'est un système qu'il a dénoncé et auquel participe et qui n'existerait pas sans les réseaux sociaux, et à partir de ce moment-là, il a toutes les difficultés du monde à pouvoir garder un compte ouvert, à partir du moment où il dénonce également la latitude des plateformes. C'est pas les seules raisons. Non, c'est pas les seules raisons. Mais arrêtons-nous là-dessus, justement. Je vais vous laisser me répondre, Yvan Terrel, parce que vous dites, vous sous-entendez qu'il s'est attaqué à des influenceurs qui font gagner de l'argent à ces réseaux sociaux, et comme par hasard, vous dites, bizarrement, juste après, on lui ferme des comptes. Ça, c'est une manière de le voir. On peut le voir d'une autre manière. C'est-à-dire que Magali Berda, dont j'ai parlé à l'instant, l'a accusé, et on pouvait aussi par moment lui donner raison, l'a accusé d'encourager ses fans à cyberharceler certains de ces influenceurs. Et ça a été vu, non pas qu'il ait forcément dit à tout le monde allez-y, insultez-les, menacez-les, ça il l'a pas dit. En revanche, quand on est suivi par plusieurs millions de fans et qu'on dit telle personne, tout le mal, ce dont on en pense, on sait aussi que sur Internet, il va y avoir dans l'eau des fans qui vont menacer ou insulter. Sauf que vous aurez constaté que c'était pas des contenus qui avaient été publiés par Booba, que lui s'est contenté finalement de dénoncer ce qu'il considère toujours comme un scandale. Et pour les suites judiciaires, parce qu'il n'est pas resté, on n'est pas resté immobile, simplement à déclamer ou à faire le buzz, ça s'est traduit par des dépôts de plainte et de la saisine notamment des autorités de la DGCCRF selon les types d'infractions, puisque au départ, la première étape, ça a été de créer cette adresse mail pour essayer de recueillir le plus de témoignages possible, et pas simplement pour la forme, mais à la fin pour pouvoir en faire quelque chose, en tout cas démarrer la machine et saisir la justice des faits qui avaient pu être portés à... Dernière question d'ailleurs, combien de témoignages reçus à cette adresse mail à ce stade ?
De mémoire, on en avait à peu près un peu plus, autour de 400, je crois. Autour de 400, ce qui est plutôt... peut-être un peu plus depuis. Mais ce qui a dû continuer à augmenter. Effectivement, alors je vous entendais, ça c'est un aspect juridique, mais c'est important à soulever. Il faut pour vous autoriser des actions collectives à l'américaine ou à l'anglo-saxonne en France ? Alors là, pour moi, c'est l'avocat, et en mon nom personnel, oui, et c'est quelque chose qui manque. C'est un manque criant dans notre système, parce qu'il y a des situations qui auraient pu se réguler beaucoup plus rapidement et dans plein de domaines du droit de la consommation si on avait eu cette arme-là. Même question à l'autre avocat du plateau, Pierre Gentillet. Je n'ai pas d'avis sur ce sujet. Pas d'avis. Le fait qu'on puisse être plusieurs centaines à attaquer tel ou tel mastodonte. Il doit y avoir des avantages et des inconvénients, et comme moi je réponds pas sur un sujet où j'ai pas assez. Un sujet d'origine, oui, effectivement. Pourquoi pas une pratique, en tout cas d'origine anglo-saxonne. Merci à tous d'être intervenus ce soir sur Sud Radio. Merci à vous, Yvan Terrel. Merci à vous. Avocat au barreau de Paris, associé du cabinet GKA, en compagnie de maître Patrick Klugman, qui est l'avocat de Bouba. Merci à vous d'avoir pris la parole sur Sud Radio. Merci à vous, les vraies voix aussi. Merci d'être venus pour ce baptême, ou ce rebaptême, on va le dire comme ça, pour certains d'entre vous. Sabrina Medjber, je rappelle que vous êtes essayiste, directrice à l'EFSCI, auteur du livre Femmes, éducation et banlieue, le triptyque du communautarisme. C'est publié aux éditions Baudelaire. On peut le retrouver chez nos livraires, libraires, j'ai dit livraires, et aussi sur Amazon, j'imagine, sur Internet. C'est le cas également de cet autre livre, auto-édité, Rémi Ferrand. Je rappelle que vous êtes enseignant et architecte, c'est pas vous le livre. En revanche, vous êtes l'auteur de ce livre, Les 100 jours 2. Avec un nom de plume qui est Ferid Mehran. Donc si vous cherchez Ferid Mehran, les 100 jours 2, sur un grand libraire en ligne qui commence par un A et qui termine par Zone, Amazon, vous allez le trouver facilement. Peut-être que ça vous amusera. Les 100 jours 2, ceux qui n'ont pas été élus président, mais qui auraient pu l'être. Merci. Il y a même les 100 jours de Macron, mais c'est une version parallèle. Et ça a beaucoup changé ou pas d'ailleurs ? Il déprime, mais c'est comme un peu dans la vraie vie. Mais là, il déprime plus chez moi. Écoutez, il y a Brégançon, ce ne sera pas le premier président de la République à déprimer au fort de Brégançon. Merci à vous, Pierre Gentillet. Bon courage pour la rédaction de votre premier ouvrage. Merci. Bonne chance aussi, puisque vous serez jugé par vos pairs sur votre ouvrage, j'entends, puisque c'est un ouvrage juridique, évidemment. Avocat au barreau de Paris. Chers amis, c'est la fin des Vraies Voix Sud Radio qui reviennent lundi à partir de 17h avec Frédéric Brindel aux manettes. Mais la suite de votre soirée, ce sont les routes de l'été. Vincent Ferniaud vous emmène dans le Quercy à la découverte des trésors du terroir. Bon, on a quand même choisi un des endroits les plus beaux et un des terroirs les plus succulents du pays. Autant en profiter, ce sera juste après les informations de 19h sur Sud Radio. Merci à tous.